Bonsoir tout le monde. Nous sommes de retour après la présentation de la BNC qui était assurée par le président du conseil d'administration de la BNC, M. Raoul Pierre-Louis, sur les implications de l'institution dans la question du financement de l'économie. Je rappelle que vous suivez la 13e édition du Sommet international de la finance ici à Mayotte, organisé par le groupe Croissance et en partenariat avec la Banque centrale et avec le CFI également et un ensemble d'autres partenaires. Maintenant, très rapidement, pour poursuivre avec la programmation du jour, nous allons procéder à une présentation de la Banque centrale sur la stabilité du système bancaire. Question de voir les défis dans ce contexte national, l'impact de la sécurité sur le système, la question de migration, récession, et voir les perspectives ou dégager des perspectives face à la conjoncture internationale. Pour assurer cette présentation, nous allons avoir 3 cadres au niveau de la Banque centrale. D'abord, le directeur de la supervision des banques, M. Jean-Armand Mondelis. Nous avons aussi M. James C. Delphin, l'assistant directeur à cette direction, et également Mme Henriette Chaperon. Donc maintenant, pour débuter avec cette partie de l'activité, nous allons avoir d'abord une présentation qui va être assurée par M. James C. Delphin. Et après la présentation, on aura quelques commentaires du directeur Mondelis et avant de passer à des questions du public. Donc, je vous remercie de votre attention et je passe maintenant la parole à M. Delphin pour la présentation sur la stabilité du système bancaire, défis du contexte national et perspectives face à la conjoncture internationale. Merci. Merci fort et bonjour, bonsoir à tout le monde. Et ça dépend de l'endroit où vous nous écoutez. Cette année, je suis à distance et je me souviens l'année dernière, j'étais bel et bien présent à Mariotte, mais cette année, nous sommes à distance pour assurer cette présentation de la supervision sur la stabilité financière et bien évidemment les implications des contextes, des défis nationaux et du contexte international et sur la dite de la direction de la supervision qui sont avec moi sur le podium et évidemment je ne peux pas oublier tous les cadres de la BRH qui, bien sûr, nous écoutent. Je vais commencer par partager mon écran. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, oui, et c'est bon. Tu veux Très bien. commenter. Laissez-moi mettre le plein écran. OK. L'agenda que nous avons aujourd'hui, bien évidemment, on va faire on va parler du concept de stabilité financière, voir l'implication sur l'économie réelle. Et puis, on va disséquer le sujet comme des principaux chocs que connaît l'économie actuellement. Et bien évidemment, on va l'effet de ces chocs sur la stabilité financière. Après, et nous verrons un petit peu le contexte international. Je me souviens de la présentation antérieure, pardon, et mes collègues avaient parlé du dilemme entre l'inflation et la hausse des taux d'intérêt qui survient dans le monde actuellement. Et bien sûr, nous allons voir les effets les implications de ce contexte pour bien sûr finir par dégager des perspectives. D'abord, la stabilité financière, c'est quoi?
le système financier en soi est composé d'acteurs et la stabilité financière, c'est surtout la situation dans laquelle tous ces acteurs, que ce soit les intermédiaires financiers, les banques, les coopératives, les assurances, etc., les marchés et les infrastructures de marché comme le système de paiement, et tout ce beau monde doit être capable de résister au choc. Et bien sûr, en présence, il se corrige à la capacité de se corriger en présence de déséquilibre. Donc, si vous voyez, en fait, comme vous voyez et dans l'image, et chacun, en fait, chacune de ces boules représenterait un acteur et vous voyez l'imbrication qu'il y a. Pour que tout ce système se met en place en équilibre, il faut un effort consistant et chaque acteur doit bien jouer son rôle et bien évidemment être en mesure de résister aux chocs externes. Comment parvenir à cet objectif de stabilité? Bien sûr, on le fait en deux temps. D'abord, il y a une approche micro-prudentielle. Là, on voit chaque acteur et chacun de ces acteurs doit être en mesure de gérer adéquatement les risques. Donc, avoir la possibilité de mettre en pratique les bonnes, en fait, de mettre en exergue, de pratiquer en fait les, les bons réflexes pour gérer adéquatement et la réglementation prudentielle qui est en place et bien sûr avoir une bonne santé financière. Ça, c'est l'approche micro-prudentielle. Donc, on s'intéresse à chaque acteur. Et ensuite, il y a l'approche macro-prudentielle. Au lieu de s'intéresser à chaque acteur, maintenant, on voit le système financier dans son ensemble. Donc, le système doit avoir la résistance pour, en fait, face au choc. Et ensuite, prudentiel, comme vous pouvez le voir et sur l'image, chaque acteur peut être impacté, mais l'idée, c'est d'empêcher que il y a un impact qui se propage. Vous voyez qu'il y a pas mal de dominos qui ont été impactés, mais à un moment, donc l'approche macroprudentielle, on met des garde-fous pour empêcher cette propagation d'atteindre tous les acteurs du système. Donc ça, c'est l'approche macroprudentielle. Et bien évidemment, pour arriver à cet objectif bien évidemment, et que ces deux approches interviennent conjointement. Maintenant, pourquoi ce concept de stabilité financière est important? C'est tout à fait important parce que tout déséquilibre au niveau et du système financier a un impact direct sur l'économie réelle. Comment cet impact se fait sentir? D'abord, toute crise financière peut avoir un durcissement sur les conditions de prêt. Donc, ça ralentit le crédit et les revenus des agents économiques vont être contractés. Et ces deux effets en soi vont aboutir à la contraction de la consommation et de l'investissement qui ensuite va avoir un impact direct sur le ralentissement de la croissance et l'augmentation du chômage. Donc, vous voyez, tout déséquilibre au niveau du système financier et va répercuter directement l'économie réelle. Bon, est-ce que l'inverse
est possible? Peut-être oui, mais financière qui empêche, par exemple, quand il y a des versements au niveau de l'économie réelle, que ça se traduit en crise au niveau du système financier. Ça, c'était un petit peu pour répondre à cette question, je crois qu'il y a eu précédemment et au niveau de la présentation antérieure, je crois qu'un étudiant a posé cette question. Maintenant, on a fait le tour sur le concept de stabilité financière. Voyons un petit peu comment les chocs, les différents chocs qu'il y a présentement. Donc, c'est depuis quelque temps, des personnes armées entravent la libre circulation de personnes et de marchandises un peu partout, et à Port-au-Prince et dans d'autres départements du pays. Donc, et ensuite, on a des problèmes sur l'environnement des affaires, les entreprises qui ferment leurs portes à cause de cette situation. Ensuite, il y a le phénomène du kidnapping qui pose problème également. Les agents économiques ont peur et ne naturellement à leurs activités. En plus de ça, il y a la crise politique qui persiste, sans parler du problème d'insécurité alimentaire que nous avons, l'insécurité alimentaire chronique qui continue. Cette année, en 2023, on a en quelque sorte 4,9 millions d'Haïtiens qui sont en situation de sécurité alimentaire. Autre défi, c'est l'émigration des Haïtiens à l'étranger. C'est l'impact sur le capital humain, la fuite des cerveaux qui a commencé depuis les années 60 sur la dictature des Duvalier, qui a occasionné pas mal de chercheurs, d'intellectuels haïtiens à laisser le pays vers l'Afrique, vers le Canada, etc. Et cette vague de fuite de cerveau a continué au cours des décennies qui ont suivi, et d'autres pays d'accueil ont eu dans la liste comme le Brésil, le Chili, et bien évidemment les États-Unis sont restés l'un des pays les plus privilégiés, avec surtout le TPS que l'État américain accorde au fur et à mesure à nos compatriotes, et bien sûr le Canada, qui accueille pas mal de travailleurs qualifiés au niveau de ces programmes. Et récemment, les États-Unis ont continué avec le programme Humanitarian Award qui a été instigé, et là maintenant, et des Haïtiens de tout genre. Pratiquement, c'est une crise de capital humain qui, en principe, a une conséquence directe sur la productivité des entreprises et surtout des institutions financières. Le troisième défi dont on va parler, c'est la récession de l'économie. Cette situation, depuis plusieurs années, disons 4 années, l'économie haïtienne connaît une situation de croissance négative. Donc, il y a eu un recul du PIB depuis 2019, et enlevé de rideau aujourd'hui, on a eu le MEF qui nous a parlé des prévisions de croissance de 0,3, bien évidemment,
et que le gouvernement avait pour cette année. Mais la Banque mondiale, au cours des réunions de printemps, a déjà prévu une croissance négative pour l'année 2023 encore, une croissance négative de 1,1%. Donc, c'est une situation qui va perdurer et bien évidemment a des conséquences majeures sur l'environnement macroéconomique. Et en plus de ça, il y a l'inflation. L'inflation qui a atteint un niveau record en janvier, 4,9,3%, bien que, et, comme l'a souligné Madame Alienne au cours de la présentation antérieure, ça a un petit peu réduit, ça a un petit peu baissé en quelque sorte et un glissement mensuel. Et pour terminer, cet aspect, c'est le dollar qui s'apprécie de jour en jour. Et jusqu'à février, on a eu une hausse de 27,3% du taux de change. Maintenant, et pour terminer avec les défis, on va parler de la vulnérabilité et que connaît le pays face au risque climatique. En fait, nous le connaissons tous, le pays est très vulnérable face aux risques climatiques physiques. Quand je parle de risques climatiques, ils sont de deux ordres. Les risques climatiques de en fait, les risques de perte par rapport au risque climatique de transition, ça va peut-être venir et parce que normalement on sait que le pays a adhéré à l'accord de Paris. Bien sûr, et à un certain moment, il devrait y avoir une certaine mouvance au niveau de la transition vers une économie moins carbonée. Et quand ça arrive, il doit y avoir changement au niveau de la réglementation et il peut y avoir changement au niveau de la technologie qui va secteur. Donc, les entreprises qui fonctionnaient dans ces secteurs vont voir leur activité baisser et bien évidemment, ça va entraîner un effet d'enchaînement sur le secteur financier également qui ont financé, en fait, les banques qui ont financé ces entreprises. Mais nous ne sommes pas encore là. Ce qui nous concerne directement pour l'instant, ce sont les risques climatiques physiques. Et c'est la perte et qui arrive, bien évidemment, du fait des catastrophes naturelles. Donc, nous parlons de tremblements de terre, etc., etc. Et de par le tableau que vous avez devant vous, vous pouvez constater que depuis les années 2000, le pays a souffert pas mal, et du point de vue économique, de ces catastrophes naturelles. Donc, c'est un risque très, très, très important à prendre en compte. En quoi ça concerne le secteur financier? Quand ces catastrophes naturelles arrivent, bien évidemment, il y a un risque de dégradation et d'actifs des assurances sont bien évidemment le plus menacés parce que ces catastrophes naturelles touchent à la fois les actifs et les passifs des compagnies d'assurance. Donc, c'est un risque assez préoccupant dont il faut garder à l'œil pour plus ou moins quand on a en quelque sorte à l'esprit l'objectif de stabilité financière. Maintenant, on a dressé un petit peu le tableau et le tableau local actuel et
vu tout cela, à quoi devrait-on s'attendre? Bien évidemment, au regard de tout cela, on devrait s'attendre à une altération du capacité de remboursement des débiteurs du système. Donc, c'est une conséquence de la détérioration de l'aspect sécurité, par exemple. Les entreprises qui ne peuvent pas fonctionner, normalement, on s'attend à ce que ces entreprises ont une baisse de leur activité et vu l'inflation aussi qui érode le pouvoir d'achat des ménages et qui en quelque sorte, réduit leur capacité de rembourser leurs dettes. Donc, ça devrait avoir un impact direct sur la qualité du portefeuille de crédit des banques. Bien évidemment, le départ des cadres vers l'étranger devrait conduire à une baisse de productivité au niveau des institutions et bien sûr la contraction de l'activité économique une baisse de l'activité au niveau des banques. Ces dernières, en principe, on devrait s'attendre à ce qu'elles collectent moins de dépôts et bien évidemment, aient une certaine réticence pour accorder du crédit. Donc, tout ce tableau, donc tout ce dont je viens de parler, devrait agir négativement en principe sur la santé financière des institutions de crédit. Mais maintenant, c'est ce à quoi on devrait s'attendre. Et voyons dans la réalité ce qui se passe. Et pour ça, là, je vous propose une évolution du bilan depuis 2021, fin exercice 2021, à fin exercice 2022, et puis au 31 décembre de cet exercice. Comme vous pouvez le voir, au niveau des dépôts, il y a une croissance. Mais ce qui arrive, en isolant le change, au bas du tableau, vous voyez le taux de référence a continué à monter. Donc, c'est le change qui est passé de 97 gouttes pour $1 à 145 gouttes pour $1. Bon, ça c'est sur une longue période, mais il y a une croissance de l'an dernier de 20,9% et depuis le début de l'exercice de 23,5%. Donc, si on isole l'effet du taux de change, on constate en quelque sorte que la hausse des dépôts n'est pas si grande que l'on. C'est parce qu'après isolation, on voit que les dépôts en dollars se sont contractés, bien évidemment, que ce soit l'an dernier, que ce soit au début de cet exercice. Les dépôts en gold ont cru un petit peu l'an dernier, mais depuis le début de l'exercice et jusqu'en décembre, se sont contractés de 2,3%. Donc, c'est plus ou moins le même constat qu'on fait pour le crédit aussi. C'est vrai que le crédit total a augmenté, mais après isolation, après avoir retiré une baisse, une baisse pas trop importante, mais une baisse quand même du crédit. C'est plus ou moins pour vous dire que effectivement, le contexte, le ralentissement de l'activité économique a effectivement un impact négatif sur l'activité d'intermédiation des banques.
Ça, c'est un point à, important qu'il convient de souligner. Mais dans d'autres aspects, comme liquidités sont en hausse, les banques ont encore la capacité de faire des placements, c'est en hausse, et la taille des banques, en fait, la taille du bilan des banques a continué à grossir. Comme vous voyez, le total de l'actif continue d'augmenter sur toute la période. Et c'est le même cas pour l'avoir des actionnaires aussi. Ce qui est très important, l'avoir des actionnaires, parce que les fonds propres, c'est l'indicateur qu'on regarde sur l'institution. Vous voyez, l'avoir des actionnaires est passé de 48 milliards de gold en fait, de 40 milliards de gold à 48 milliards de gold. Mais ça, c'est le compte. Mais l'indicateur qu'on regarde, on va le voir un peu plus tard, c'est l'assise financière dans un premier temps et le ratio Cook dans un second temps. Donc, je vais en parler de ça, je vais en parler un peu plus tard. Bon, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que effectivement, le contexte, l'activité d'intermédiation des banques. Maintenant, en termes de résultats, et le tableau que j'ai là compare l'exercice 2021 à l'exercice 2022 et le premier trimestre de cet exercice actuel au premier trimestre de l'exercice antérieur. Et comme vous voyez, en termes de résultats, tous les postes ont augmenté. Donc, le système n'a aucun problème de revenus. En fait, que ce soit les revenus d'intermédiation ont augmenté, que ce soit les autres revenus ont augmenté à de produits nets bancaires. Donc, il n'y a aucun problème à signaler à ce niveau. Maintenant, au vu de ces ratios, j'avais parlé de ces deux premiers ratios. Ce sont les ratios qu'on regarde pour analyser la solvabilité. D'abord, le ratio avoir des actionnaires pourcentage de l'actif, c'est ce qu'on appelle l'assise financière. Vous voyez que l'assise financière a un petit peu baissé, mais ce n'est pas inquiétant parce que la norme qu'on a pour l'assise financière, c'est 5%. Et sur toute la période, on a une assise qui, excusez-moi, c'est très, très, très encourageant en ce sens. C'est en fait, la même constatation pour le ratio Cook. Le ratio est fonds propres sur actifs à risque, qui en quelque sorte est une mesure de la solidité et de l'adéquation des fonds propres. Donc, le minimum qu'on exige pour ce ratio, c'est 12%. Et vous voyez, pour le système, on est un peu autour de 20%. Donc, en termes de solvabilité, le système, les institutions sont assez solvables. De plus. Donc, j'ai parlé de la qualité de portefeuille. Vous voyez, ça, c'est en fait, le ratio des productifs qui a un peu augmenté au cours de la période. Donc, c'est à partir de novembre qu'on a eu un ratio des productifs qui a atteint 10%. Donc, en décembre, c'était à 10,94%. Ce que ça veut dire que il y a un volume des productifs beaucoup plus important crédit des banques. Ça pourrait se traduire par la situation en quelque sorte qui a un impact sur
la capacité de remboursement des entreprises et des ménages. OK? Mais le niveau qu'on a n'est pas inquiétant dans la mesure où il y a eu la Banque centrale est intervenue pour, en quelque sorte, accompagner les acteurs économiques en difficulté en accordant des moratoires et qui sont éligibles à ces moratoires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire moratoire? C'est une période de temps au cours de laquelle la Banque centrale et, en fait, un agent économique qui a vu sa situation dégradée du fait de la situation économique, la Banque centrale dit à l'institution financière que cet agent économique qui a ce débiteur, bien évidemment, et peut ne pas payer le principal sur son prêt et durant uniquement les intérêts. Et la qualité, la classification du crédit de ce débiteur va être maintenue durant toute la période du moratoire. Donc, c'est en fait l'effet que, en fait, on pourrait s'attendre à ce que la qualité globale du portefeuille pourrait être dégradée davantage, mais c'est en quelque sorte les interventions, l'accompagnement de la Banque centrale qui a la situation à ce niveau. Là, et en dessous, c'est surtout les ratios de solvabilité qui sont au beau fixe, bon, les ratios de rentabilité, pardon, qui sont au beau fixe, parce que, et je vous avais dit tantôt que en termes de rentabilité, il n'y a aucun problème au niveau du secteur. Ben, ce que montrent les données, j'ai déjà parlé de tout ça, pas moyen de s'éterniser là-dessus. Ben, pour ça, de toutes ces données que je vais de vous montrer, on peut voir que le système bancaire est résilient. D'abord, il y a solidité des fonds propres, et j'ai parlé de l'assise financière de ratio courbe qui sont nettement supérieurs aux normes. Et il faut dire que la Banque centrale a sorti une circulaire, la circulaire 88 sur l'adéquation des fonds propres, qui a prévu un coussin de fonds propres additionnel de 2,5% qui devrait intervenir en période de crise. Donc, en quelque sorte, aider à maintenir le niveau de solvabilité des institutions, en fait, à maintenir la solvabilité des institutions et au cours de la période. Les liquidités sont en nette progression, j'en ai parlé, et bien sûr, la rentabilité qui est au bout fixe. Maintenant, le système est résilient, certes, mais jusqu'à quand? Bon, ça, c'est une question qu'on ne peut pas répondre, mais ce qu'on peut faire, c'est pour maintenir cette stabilité financière, à faire des tests de simulation pour voir si la situation se dégrade, à quel point que, en fait, à quel niveau de dégradation de la situation peut affecter tel aspect de la santé financière des institutions. Donc, c'est des tests de simulation qui peuvent nous permettre plus ou moins de voir comment que cette résilience du système peut être maintenue. Les mesures d'accompagnement de la Banque centrale, j'en ai parlé aussi. Et en plus des
renforcement de la réglementation prudentielle avec la circulaire 88-1, en plus du volet de conservation que j'en ai parlé, il y a eu aussi une limite de 6,75% qu'on a mis sur les fonds propres de base. Ce sont les fonds propres de catégorie 1. C'est les fonds propres de meilleure qualité dans une institution. Donc, cette circulaire exige qu'il doit y avoir au moins 6,75% de ces fonds propres en fonction des et bien sûr, dernière mesure d'accompagnement que la BRH a eu, c'est déposer une contrainte de distribution de dividendes durant la période passée. En fait, les institutions financières ne pouvaient pas distribuer des dividendes aux actionnaires en vertu, en voilà. Donc, il fallait une non-objection de la BRH pour cela. Et je me souviens même, au cours d'un exercice, il y avait même une interdiction formelle de distribution de dividendes. Local. Maintenant, voir un petit peu ce qui s'est passé au niveau international. Je ne vais pas m'attarder non plus là-dessus parce qu'on en a parlé au niveau de la présentation antérieure. Je crois que Mme Alienne a parlé de ce dilemme de hausse d'inflation et de hausse de taux d'intérêt. D'abord, il y a une inflation qui a été assez élevée et aux États-Unis et en zone euro et un peu partout dans le monde d'ailleurs. Et pourquoi? Parce que c'est une situation post-Covid causée par COVID-19 et la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire? Au cours de COVID-19, il y a une rupture des chaînes d'approvisionnement qui a restreint l'offre de biens en quelque sorte. Et la guerre en Ukraine aussi a permis en quelque sorte une rareté de certains produits, notamment le pétrole, le blé, le choc de demande positive. Et avait commencé, en fait, ont commencé à appliquer après le confinement. Donc, après le confinement, et certains États ont eu cette politique d'aide aux agences économiques pour leur permettre de subvenir en quelque sorte en fait, aux problèmes qui avait en quelque sorte de COVID-19 et surtout pour leur permettre de reprendre en quelque sorte l'activité économique. Et face à ce taux d'inflation élevé, les banques centrales ont rapidement réagi pour monter les taux d'intérêt. Donc, ça a été un dilemme, comme l'a expliqué Mme Alienne, et c'est un dilemme qui, en fait, au niveau de la Banque centrale en Haïti, et pour lutter contre l'inflation, en quelque sorte, il fallait monter les taux d'intérêt et l'économie, en quelque sorte, est en période de récession. Et la Fed est intervenue pour monter les taux d'intérêt, la Banque centrale européenne aussi, et beaucoup d'autres
banques centrales dans le monde. Quelles conséquences ça a eu? Je l'ai dit, c'est la baisse d'activité dans plusieurs secteurs, en quelque sorte, et qui est à concentration de ces secteurs. Et aussi, cette hausse de taux d'intérêt a exigé en fait, une manipulation plus poussée du risque de taux de la part des institutions. Pourquoi? Parce que au moment, en fait, lors de la décennie antérieure où les taux étaient beaucoup plus bas, certaines institutions avaient acheté des titres et après la hausse des taux, et ces titres n'étaient pas encore arrivés à échéance. La perte était plus considérable, ce qui mettait la pression au niveau de ces institutions et les forçant à vendre ces titres et malgré, en fait, avant de perdre en quelque sorte ces titres financiers. C'est en quelque sorte ce qui est arrivé à plusieurs banques. En plus d'autres facteurs, plusieurs banques américaines avaient fait faillite en l'espace d'une semaine, je crois, et en l'espace de 4 jours, 3 banques américaines, la Silicon Valley Bank, Signature Bank et Silvergate Bank, et ont fait faillite, et bien sûr, elles ont été suivies par une autre banque de la zone euro, Crédit Suisse. Donc, après la faillite de ces institutions, il y a eu un vent de panique qui a soufflé. Pourquoi? Parce que partout dans le monde, on s'inquiétait, est-ce qu'il s'agissait d'une nouvelle crise financière qui pouvait les autorités régulatrices ont dû intervenir rapidement et pour prendre des mesures et bien sûr rassurer tout le monde, et sinon la panique aurait continué. Qu'est-ce qui a causé la faillite des banques aux États-Unis? Et d'abord, il y a la concentration des activités dans des secteurs très risqués. Pour la Silicon Valley, c'était une concentration au niveau des entreprises innovantes technologiques, des entreprises au niveau de la technologie. C'était une concentration en crypto-monnaie. Et en plus, après la crise de 2008, qui était essentiellement une crise de liquidité, les autorités prudentielles au niveau mondial, bien évidemment, ont intervenu pour fixer des mesures assez spéciales pour renforcer la réglementation. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'aux États-Unis, plusieurs banques ont fait du lobby pour éviter que ce renforcement de réglementation les concerne. Et un seuil de 250 millions de dollars, donc en quelque sorte, ce renforcement de réglementation n'était pas applicable aux petites et moyennes banques en termes de taille de taille d'actifs en quelque sorte. C'est pour cela que la Fed n'avait pas eu le temps de cerner cette crise de liquidité au niveau de ces institutions. La faute à perte d'actifs, on en a parlé, et bien évidemment, il y a eu cette crise de liquidité qui est survenue. Et quand le vent a soufflé, en fait, quand la nouvelle s'est répandue que ces institutions
avaient des problèmes et ces dernières ont dû faire face à des demandes de retrait massif des déposants. Et comprenez, ce n'étaient pas des déposants, en fait, ils n'étaient pas dans la banque de détail. Donc, c'était des déposants institutionnels. Donc, c'était en fait, des retraits vraiment significatifs et la perte de confiance et ça a entraîné la faillite de ces institutions. Quelle approche que les régulateurs, notamment la Fed, a utilisé pour résoudre cette crise? Bon, je parle de crise. Bon, ils n'ont pas admis que c'était une crise, mais en fait, 4 banques en faillite en l'espace de 4 jours, c'était quelque chose en quelque sorte. On ne peut pas l'appeler, on ne voulait pas l'appeler une crise, mais c'était au moins le début d'une crise. Donc, ce qu'a fait en fait, la Banque centrale américaine, ils ont évité d'avoir recours au bail-out. Le bail-out, c'est l'intervention, en fait, l'injection de l'argent des contribuables au niveau des institutions en difficulté pour leur permettre de remonter la passe. Et ils n'ont pas fait ça. Au contraire, ils ont préféré de fermer ces institutions et en encourageant d'autres institutions d'acquérir les actifs et les passifs de ces dernières. Et bien évidemment, ils ont élargi la réglementation, le renforcement de la et comme je l'ai dit tantôt, comme il y avait une crise de liquidité, ils ont permis à toutes les institutions maintenant, ils ont mis en fait un volet en ligne de refinancement de 25 milliards de dollars pour permettre à toutes les institutions de se refinancer directement au niveau de la Banque centrale et pour justement éviter d'aller vendre à perte les titres qui étaient à problème à cause de la hausse des taux. Et bien sûr, ces titres, en fait, la Banque centrale américaine avait Maintenant, quel impact est que cette conjoncture internationale a eu au niveau du système et bancaire ici en Haïti? On a parlé du dilemme hausse d'inflation et hausse des taux d'intérêt. Donc, la hausse de l'inflation, en quelque sorte, a eu un impact direct sur le niveau de l'inflation en Haïti. Donc, c'est ce qu'on appelle l'inflation importée. Le gouvernement en a parlé hier. Et la part d'importation, en fait, de la part d'inflation importée au niveau de l'inflation globale actuelle. Et qu'est-ce que ça a comme impact? Et en quelque sorte, ça réduit le pouvoir d'achat des débiteurs. Ça érode le pouvoir d'achat des débiteurs et a un impact direct sur leur capacité de remboursement et sur la qualité de l'actif des institutions bancaires. Et on l'a vu qu'il y a en quelque sorte une légère hausse au niveau des... Ben, contrairement aux autres banques centrales, la BRH n'a pas monté de manière excessive et son taux directeur. Et je crois que le taux sur les bons BRH, il y a eu une hausse et seulement en mars ou en mai 2022. Je crois que Mme Alienne en a parlé au cours de sa présentation. Mais pour ce qu'il en est du début de crise qui a eu en Europe et aux États-Unis
en fait, le mois dernier, la faillite des n'a pas de conséquences directes sur les banques haïtiennes. Pourquoi? Parce que une banque en Haïti n'a eu de lien de banque correspondante avec les institutions qui ont fait faillite et non plus, aucune banque n'a détenu de placement au niveau des institutions qui étaient fermées. Pour terminer ma présentation, je vais parler en termes de perspective. Et on a compris, en fait, l'importance des moratoires pour supporter la qualité du portefeuille de crédit des institutions. Donc, on pense qu'il y a une certaine nécessité à supporter les débiteurs dans cette période de crise. Et comme autre perspective, c'est l'utilisation d'analyse de scénario pour prévenir l'impact d'une éventuelle détérioration de la conjoncture actuelle sur la stabilité des banques. Donc, j'en ai parlé lorsque en fait, j'apportais une proposition de réponse à la question pour combien de temps on pourrait avoir cette résilience comme analyse de scénario pour voir comment une détérioration de la situation va avoir d'impact sur la stabilité que nous sommes en train de maintenir. Et notamment concernant également le degré d'exposition au risque climatique. Donc, en fait, ces analyses de scénario peuvent s'avérer vraiment utiles. Enfin, le gouverneur en a parlé hier, et la BRH ne peut pas se mettre à l'écart d'un agenda vert. Ce serait de continuer à encourager au niveau du secteur le financement des activités vertes, des activités en quelque sorte qui sont liées à l'économie verte. Et on pense même que la BRH pourrait même être une partie prenante dans ça et au niveau de son agenda pour croissance. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour cette présentation. Et je vais retourner la parole à M. Serran et pour continuer avec la suite. Merci. Merci, bravo. Bravo à James C. M. James C. Delphin, assistant directeur à la direction de la supervision des banques et des institutions financières au niveau de la Banque centrale. Donc, une présentation qui était un petit peu longue, mais riche en informations et avec quelques petites coupures. Et excusez-nous pour ça. Mais pour nous combler les coupures, ça, et avant que nous prenions quelques questions, donc, moi, permettre que me passer la parole à M. Jean-Armand Mondélis, qui est là et qui pourra faire, que nous demandé pour faire une petite synthèse, pour nous dire par exemple en termes de questions, qui ça public là, qui là, est absolument en ligne, capable de retenir de présentation ça que GMC soit fait lorsque nous avons parlé de stabilité de système financier, notamment le système bancaire là, dans un contexte à la fois national et international que nous actions là avant que nous passions à la question. M. Mondélis, merci. Merci Rifar et bonsoir à tout le monde, soit en présentiel ou bien qui a écouté nous en ligne. Effectivement, James Sotman nous a pile d'informations et nous avons fait un petit résumé pour nous de l'essentiel pour nos Kembe. Ça nous a présenté, nous a parlé de stabilité système bancaire là, dans un contexte côté nous avons pile défi. Et nous stabilité système bancaire là, c'est-à-dire c'est capacité pour institutions bancaires, bon, d'une manière générale, institutions financières, gagner pour continuer à financer l'activité économique, même les chocs, même les problèmes, pour l'économie en pas camper. Parce que une institution financière dans l'économie, c'est très important. Pour qui ça? Parce que il prend l'argent dans un groupe monde, nous fait un système de confiance, nous balquons l'argent nous. De financer l'activité ou série de l'autre monde a fait qui charge risque là-dedans. Mais même si il y a un problème,
dans le monde financier, il faut institution honorer l'obligation de passer l'argent dans la caille. Nous-mêmes, en tant que régulateur, Banque centrale, c'est faire en sorte que, parce que c'est nous-mêmes qui avons la licence, pour prendre l'argent en main, pour faire économie en marché, pour financer l'entreprise, pour créer un emploi, pour l'économie à fonctionner. Nous, c'est assurer nous que l'institution ça yo bien gérée, yo a fonctionné de manière prudente pour ne pas venir causer problème, faire moun perdre du corps, faire économie pas marcher. Donc nous prenons des règles, nous prenons des mesures pour assurer nous que l'institution ça fonctionne normalement, yo stable, c'est-à-dire on parlait un bon matin pour tendre l'institution disparaître et puis disparaître avec l'argent. OK? Mais dans financer l'activité économique, on dit nous qu'il y a un pile risque, il y a un choc qui peut venir de diverses manières. Par exemple, dans le contexte où nous vivons là, un pile entreprise fermée. Par contre, l'entreprise a une dette pour payer les banques. Donc, il faut qu'ils rembourser. Et l'économie en pile secteur là-dedans pas qu'à fonctionner. Les banques gagnent créance sur le secteur, il y a des difficultés pour rembourser. Et là, il y a des difficultés pour rembourser. L'institution bancaire a un problème. Donc, c'est pour ça, dans la présentation, nous tendons à DMC de mettre un peu le focus sur fonds propres, solvabilité. Qui ça, fonds propres là? Fonds propres là, c'est ça, propriétaire bancaire ou bien institution financière, c'est ça, misé. C'est comme vous mettez pour être capable de prendre un risque. Donc, nous-mêmes, en tant que régulateurs, nous exigeons que fonds propres institutions soient toujours solides. C'est-à-dire qu'on niveau pour aucun B. Les gains choc pour résister parce que c'est fonds propres là capable d'absorber tout problème qui gagne pour l'institution à continuer. Nous toujours aimé par exemple ça, c'est une machine qui a un bon choc absorbé. Elle a roulé, il tombe dans un trou. Si le choc là bon, passe douce. Si n'est pas bon, on peut sentir. Donc c'est ça, nous mettons un pile accent sur solidité. Institutions bancaires, particulièrement dans le niveau fonds propres, pour que les gains choc dans l'économie en tant que situation ça n'a vivre là. OK? Nous avons pile bagaille pas marcher pour ne pas attendre les banques tomber à faire faillite et puis mon a perdu cobio. C'est ça stabilité. Malgré qu'il y ait un problème, malgré qu'il y ait un choc, institutions bancaires continuent à bailler service au mieux qu'ils sont capables. Et moun pas perdre du corps. Ça c'est l'objectif principal d'une institution tant que banque centrale dans le système, assurer que toute institution correcte. Parce que c'est ça qui fait une institution financière marcher dans quel que soit le pays, c'est confiance nous toutes fait. Si le public n'a pas fait institution de confiance, pas d'institution financière, ça entend dire l'économie en a un problème. OK? Donc, nous-mêmes, c'est travail pour que confiance ou gain dans l'institution financière ait toujours été. C'est assurer nous que l'institution financière soit capable de résister à choc pour continuer by service. Et James t'a expliqué tout, il y a un choc au niveau local, il y a un défi au niveau local, il y a un défi au niveau international. Nous connaissons l'économie liée, c'est-à-dire on ne peut pas vivre en Haïti, vous pensez que seulement ça qui passe en Haïti qui peut affecter le système. Ça qui passe à l'étranger doit affecter le système. Pour qui ça? Parce que nous avons fait transaction avec l'extérieur, nous avons importé biens et marchandises. Par qui ça peut passer? Il passe par le système bancaire ou le système financier. Mais tout, si il y a un problème dans l'autre pays, OK? Problème ça qui arrive venir joindre nous parce que nous avons fait transaction. Et les problèmes ça tombé dans l'économie nous. Il y a un impact sur l'économie a fonctionné, qui a un impact sur le fonctionnement banque nous. Donc, voilà en quelque sorte stabilité financière là dans le contexte environnement d'affaires là. Si ça va mal, ça va avoir un impact sur la capacité des institutions financières pour faire travail. Et nous-mêmes en tant que régulateurs, nous là pour nous mettre accompagnement, mettre réglementation pour permettre de nous minimiser les dégâts. Donc voilà en gros qui ça m'a dit de tout ça et James t'a présenté nous. Stabilité financière là, qui ça lié, qui est l'institution financière dans l'économie, qui est la banque centrale tout dans le fonctionnement ça pour que le système stable, pour ne pas perdre
l'argent pour déposer, continuer à faire système de confiance pour l'économie en pas camper. Parce que si le système financier a un problème, l'économie a un problème. Plutôt que toute crise ou pas une crise dans le système financier. On a campé là. Très bien, M. Modeli, c'est bien content et sous dernier note ça que vous finissez vraiment pour montrer que une crise dans le système financier, dans le système bancaire, est vraiment beaucoup plus dur que une crise pratiquement sociopolitique. Parce que pas oublier que l'on a parlé de importation, toute transaction que le pays a fait avec l'État national, donc ça veut dire que si tu as une grosse crise là, donc on va même acheter ni gaz, ni diri, ni rien à l'étranger. Ouais, donc ça fait c'est très important la stabilité du système financier, en particulier du système bancaire qui représente une part extrêmement importante dans le système financier global pays. Donc nous fait lien avec le thème. Maintenant, avant que nous passions à la question, je vais rappeler que nous avons l'autre cadre dans la Banque centrale là, qui est la direction de supervision des banques. Donc, en la Banque centrale là, il y a une direction qui a supervisé les banques. Donc, je suis directeur de direction ça et il y a deux assistants directeurs qui en ligne ensemble avec nous, qui est Mme Henriette Chaperon, qui est capable de participer à répondre à la question et que le public là peut le poser. Donc, maintenant, c'est place à nous-mêmes, étudiants, étudiantes, nous connaissons qui là et des professionnels, et pour nous poser des questions par rapport à la présentation et résumé que M. Modeli souhaite faire là. Donc, nous avons une première question ici, à droite, et après, on a une deuxième et de l'autre côté. Merci. Bonsoir tout le monde. Non pas c'est Josias Saint-Ange, moi c'est étudiant CTPEA. Je me félicite monsieur pour la présentation là et me félicite monsieur qui sur le stade là tout qui souhaite faire un résumé de l'intervention monsieur Ataler. Question pas maintenant c'est concernant la stabilité financière qui gagne dans la banque. Je constate et selon nouvelles banques qui souvent fait faillite, c'est plus des grandes banques et puis qui trouvent dans un pays qui est développé. Donc, je viens analyser, je viens constater que les banques, ça qui fait souvent fait faillite comme ça dans un pays développé, c'est parce que yo risqué, c'est parce que yo osé. Et nous connaissons qui importance question oser, risquer, gagner dans la question entrepreneuriat. Et c'est ça qui permet à ce que l'économie bouge, l'économie fait nouvelles découvertes. Donc, si pas de risque, si vous pas osé, nous pas faire une nouvelle découverte dans l'économie. Question pas maintenant. Stabilité qui gagne dans le système financier, dans le système financier haïtien, est-ce que c'est pas parce que banque yo pas manqué de travail? Est-ce que c'est pas parce que yo pas osé, yo pas risqué, yo pas cherché à investir dans des bagages qui étaient capables de permettre à ce que le pays a décoller, qui fait une stabilité? Donc, si yo gen l'argent dans main yo chita, yo kembe l'argent dans banque, yo pas fin, yo pas investir dans jeunes, yo pas investir dans ti moun qui cap terminer qui sorti dans l'université, qui gen bel projet, yo te ka risquer avec tout. Bon c'est parce que yo pas risqué qui fait et yo gen toute stabilité ça. Question pas maintenant, est-ce que c'est ça me dit, est-ce que c'est ça ou bien c'est le contraire? D'accord. Très bien, merci. Bon, c'est une question très pertinente. Et là, pour une deuxième question de l'autre côté, on était avec un jeune gens là qui devait mener. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, donc nous avons Mme Chaperon qui est en ligne tout, donc il est capable, s'il voulait répondre à une question, il est capable de faire ça tout et en ligne. Merci. Oui. Bonsoir, moi c'est Rebecca Franz Latouche, moi c'est étudiante en faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince. Question par maintenant c'est, vu la situation de sécurité actuelle et le caractère endogène de la croissance, comment le développement du système financier pourrait conduire à la croissance ou bien pour atteindre le taux de croissance prévu 0,3%? Le développement du système financier haïtien pourrait conduire à ce taux de croissance 0,3%. Merci. Nous avons une dernière question. Oui, développement du système financier, croissance économique. Une dernière question pour nous passer maintenant à la série de réponses. Merci. Bonsoir. Et comme nous avons constaté depuis hier, il y a un sourire au visage des gens qui parlent en disant qu'il y a stabilité dans le système financier en Haïti. Et ma question c'est pourquoi la défaillance dans le système financier aux États-Unis a un impact sur la population et a même un impact sur nous en Haïti, et que la stabilité ou bien la santé du système financier en Haïti
n'a aucun impact sur nous. Et le système financier nous en santé, même l'hôpital général là pas en santé, pour qui ça comme c'est différent ça, bagaille a bien passé d'un côté et que nous-mêmes nous pas senti répercussions sur nous-mêmes. Pour qui ça passe? Est-ce que c'est nous-mêmes qui mal comprennent, qui pensent ça, c'est pas ça, ou bien c'est que il y a un monde, il y a un main caché qui a utilisé finance noire? Dis-le, essayez de dire nous. Pour nous-mêmes qui étudiants, qui ont venir demain, pour ne pas faire même erreur. Très bien. Donc, je ne sais pas, est-ce que Mme Chaperon et comme M. Modelis font cette thèse, ou bien est-ce que M. Modelis a répondu aux questions avant et que peut-être n'a passé à Mme Chaperon s'il voulait porter une précision. Pourquoi M. Modelis est là en présentiel et donc Mme Chaperon, vous êtes là? Oui, je suis là. Ok. Par contre, si vous avez une question, vous pouvez choisir n'importe question, une question de temps pour répondre et puis M. Modelis a fait suivi après. On m'a répondre à la première question. Première question, c'était concernant et. Oui, première question, c'était est-ce que pour qui ça système stable, est-ce que c'est pas parce que banque va prendre assez risque qui fait système stable comme ça, ou dans l'autre pays c'est parce que institution financière prend pile risque, parce que là prend risque, ça permet de innover, ça permet de développer, ça permet de créer. Et Borisien et pas de bagaille ça, est-ce que c'est parce que le système n'a pas prend risque qui fait ça? Bon, dans le cas ça, m'a dit que en termes de risque là, supposé calculer. Toute banque capable de prendre risque, toute institution capable de prendre risque, mais il faut le calculer risque là. Est-ce que risque pour lui prendre en Haïti, on nous dit ou t'es répété, ou qui t'a posé question, t'es parlé de jeunes yo pas prendre risque avec jeunes yo. Risque avec jeunes, c'est un jeune qui t'a pour présenter un projet et puis qu'elle présente le bail banque là pour banque là connaît est-ce que ça répond à ça la faire. Et jeunes ça. Et gon paquet d'éléments qui rentrent en ligne de compte pour lui prendre risque avec. Faut tout d'abord li capable identifier moun ça qui vient demander le crédit. Qui j'en l'a identifié, qui côté moun sa arrêté. Nous avons un problème en Haïti, un problème d'adresse. Est-ce que jodi à l'heure fin bay jeune ça comme ça là, est-ce que demain si Dieu veut la ka rejoindre jeune ça, qui côté la jeune? Donc c'est tout ça qui rentre en ligne de compte pour banque là au réfléchir pour un risque calculé. Beaucoup qui gagne insécurité, mon a parti, mon a bougé. Est-ce que banque là capable dire parce que moi gon kob nan même, faut m'investir dans jeune yo, est-ce que les capable n'est que oui, on t'y coupe là au niveau de on t'y coupe là au niveau de oui, OK. Très bien, allez-y, Madame Chaperon. Ça ne passe pas? Oui, ça va maintenant. Ça ne passe pas? Ça va maintenant, allez-y. OK. Est-ce que il représente un grand risque? Donc, ce n'est pas que la banque ne prend pas risque. Il prend risque, mais une série de déposants pour la mettre dans la poche de l'autre monde et après ça, il n'y a pas de monde. Banque à l'étranger qui prend pile risque, yo bien ça les traçabilité à côté pour joindre client après comme ça, après le fin bail comme là, mais qui côté la jeune client. C'est tout ça qui rentre en ligne de compte. Banque en Haïti a prend risque, il prend risque à calculer. Banque à l'étranger a prend risque à calculer, mais lui-même il gagne plus gens pour le prendre. Et c'est pas gros banque seulement qui prend qui fait faillite, banque ça qui sont tombé là le parler de ça qui un élément qui fait faillite là, c'est que c'est une série de banques qui ont changé réglementation, on a dit
faut que banque là gagne 250 heures pour yo évaluer, pour yo toujours un regard fixé sur lui. Mais banque ça yo pas répondre à ça parce que banque ça yo te gagne moins que ça. Donc c'est pas grande banque et en général mais c'est des banques qui pas contrôler. Et la caille nous contrôler toute banque. C'est par contre si me répondre à question est-ce qu'il satisfait de réponse? Oui, je pense que oui, ça va bien. Et monsieur Mondeli, ça va ajouter un élément d'information sur ta question. Merci, Madame Chaperon. Oui. Merci, et Madame Chaperon, pour répondre à des éléments de réponse que vous portez. Il y a des éléments additionnels que nous devons les porter. Bon, parce que presque notre là, c'est universitaire. Nous y est. Gon bagay vous voulez comprendre. Dans un système financier, il y a diverses catégories d'institutions. Entreprise, il y a un chemin parcouru. C'est-à-dire, les fêtes, les commencer, les grandir, ils vont côté de maturité. Et à chaque moment dans la vie entreprise, il y a des catégories d'institutions financières bien spécifiques qui sont appropriées. Et c'est très difficile, dans quel que soit le pays, ou une banque commerciale à financer une start-up. OK? Je vais parler d'une start-up, c'est un projet, tout bagaille belle sur papier, il va le frapper, il a demandé, il a besoin d'argent. Start-up là, ce n'est pas forcément un crédit qui est bon pour lui. Il y a d'autres catégories d'institutions financières qui gagnent un meilleur profil qu'une banque commerciale pour travailler avec start-up ça. Et dans toute économie développée, là nous parlons des systèmes financiers, nous allons venir sur la question système financier, il y a une catégorie d'institutions pour chaque moment dans la vie d'une entreprise. Mais il arrive que malheureusement en Haïti, chaîne de financement dans l'économie manque un pile maillon. Et ça qui est plus prépondérant là-dedans, c'est les banques commerciales. Et une banque commerciale, et plus grande activité, c'est prendre des pots, faire crédit. Donc, vous comprenez bien, prendre des pots, faire crédit, ou prendre un pile risque, mais là, vous faire crédit lié aller à une institution qui est déjà établie, qui a gagné cash flow l'a généré pour le payer à temps, OK, qui pas pral bay banque commerciale la trop problème pour les besoin joindre l'argent pour faire face à exigences déposants pour qu'il problème. Donc gagner d'autres institutions financières qui mieux appropriées pour financer une start-up ou bien une entreprise qui n'a pas de maturité. Donc c'est pas que banque ne pas prendre un risque. Jean-Madame Chaperon dit là, il prend un risque calculé en fonction de qui rôle il doit remplir dans l'économie. Donc, nous sommes capables de faire lien ça avec les amis qui t'ont posé la question. Pour qui ça, banque est en santé et puis nous pas ressentir sous la population. Mais effectivement, c'est ces problèmes ça qui arrivent. Si une banque commerciale se bail crédit et c'est à des entreprises qui déjà chita, mais en entreprise ça te chita, tu es capable de joindre l'argent de l'autre côté. OK? L'autre économie développée favoriser entreprises jeunes qui ont projet, gens qui fait cap commencer, yo gagne un environnement qui favorise joindre l'argent. L'autre fait cap commencer, toujours dit c'est les 3 F. Je crois que c'est family, friends and food. C'est-à-dire c'est famille, c'est amis et puis moun ou t'a dit tête yo pas bien parce que des risques moun prend avoir dans entreprise, moun décide tête pas bien. C'est moun ça avec pour commencer. On pas avoir une idée pour un projet, on pas montrer banque là, on goût pour chercher l'argent crédit, comment on va le faire payer. Si ba la fait faillite nan mon. Mais faut joindre un monde ou bien une institution financière qui est spécialisée dans ça, il dit m'a prend risque là avant. Si l'argent perdu, il est d'accord le perdu. Mais banque si l'argent perdu, il faut banque la rembourser. Banque pas d'accord le perdu, il faut le dégager pour le rembourser déposant. Donc monde ça prend un risque avant. Les entreprises ont commencé capable pour
pour capable grandir, pour capable prendre plus élan, maintenant on est capable d'avancer dans l'autre niveau, ou à chercher l'argent dans l'autre catégorie, jusqu'à ce qu'on soit capable d'aller à une banque. Mais parce que il y a des gens dans l'économie, ça, ils permettent leur projet, ils permettent d'innover, ils permettent de créer, qui pourra joindre le système bancaire là, puis devant. Malheureusement, dans l'économie, dans l'environnement, nous n'avons pas gagné différents maillons. Donc voilà pourquoi, et au cas où le système bancaire là, en santé, parce que l'abdil avec un secteur, une catégorie bien déterminée qui a une capacité pour rembourser les prêtés, que ou même qui a des projets, ou pas de monde qui peut financer, ou pas de monde qui est d'accord pour un risque à avoir. Parce que la banque commerciale là, dans quel que soit le pays, il y a une série de côtés, il n'y a pas pour aller, une série de risques, il n'y a pas pour le prendre. C'est ça que fait le système financier à gagner diverses catégories, le marché des capitaux, gagner angels investors, gagner société de capital risque. C'est pour ça que là, c'est créer base d'entreprise qui pourra jouer un système bancaire là puis devant pour permettre l'économie à continuer. Et tu as gagné une question développement système financier et croissance économique. Donc effectivement, au niveau de la Banque centrale, avec d'autres acteurs au niveau de l'État, c'est des problèmes que nous bien identifiés. Nous sommes capables d'entendre très souvent dans la presse, et BRH a parlé de projet d'approfondissement du marché financier haïtien. Il a parlé des marchés financiers haïtiens, ça me dit là, c'est essayer de faire en sorte que ce n'est pas la banque seulement qui est principal du côté du monde qui a un financement. Nous avons besoin de passer dans ça, nous un marché financier qui est développé, côté que seconde entreprise, ou pas obligé à prendre un crédit à la banque pour financer le projet, mais il y a l'autre façon, on est capable de lever l'argent dans le public là, qui a gagné moins de pression sur vous, parce que l'on prêt, il faut payer chaque mois, à des taux d'intérêt et puis des conditions tout, mais il y a d'autres façons ou capable de chercher comme pour développer l'entreprise là, pour augmenter la capacité et qui gagne moins de contraintes en termes de demande pour payer à un temps beaucoup plus rapide. Donc, BRH conscient des bagages ça, et ça fait n'a poussé, il a travaillé avec le ministère de l'économie et des finances, il a travaillé avec d'autres professionnels en matière de comptabilité, de transparence d'information, pour que nous soyons capables de permettre à des jeunes entreprises, au lieu que yo aller la banque pour aller chercher crédit, ils sont capables de travailler avec d'autres catégories d'institutions financières qui ont accompagné, qui ont montré comment pour aller demander l'argent dans le public. Là. Au lieu de tout l'argent acheté dans le dépôt bancaire, ils sont capables d'aller investir dans des entreprises qui sont capables de créer valeur ajoutée, créer richesse, qui sont capables d'augmenter la croissance économique. Donc voilà des éléments de réponse que je me gagné à trois premières questions. Merci. Merci, M. Mondelis. Bon, le temps a fait nous la guerre vraiment là, donc je ne sais pas qu'on n'a pas prendre l'autre question encore. Et si, bon, il y a un peu le cadre dans le banque qui est là, M. Mondelis là, tout très ouvert, nous sommes capables de manière individuelle, ou sur la cour, et poser des questions et gagner des échanges ensemble avec vous. Donc, je remercie tout le monde encore pour attention, nous, participation. Nous. Donc, nous allons prendre une courte pause de quelques minutes et après, nous allons retourner pour la dernière ligne droite et programmation journée. Merci tout le monde. À tout à l'heure. Édition du sommet international de la finance du 17 au 19 avril 2023 à Marriott Hotel et online.